connaissais 10 minutes. Je connaissais pas. Ah, c'est pour moi. Merci. C'est bientôt fini pour la première partie. Après, pause déjeuner. Il y a eu beaucoup de choses, j'étais vraiment content d'entendre tout ça. C'est un peu inconfortable du coup j'ai écrit tellement de choses, d'avoir 10 minutes pour tout ça. Du coup, je vais devoir sélectionner, il y a des questions que je ne pourrai pas aborder. Après, on peut prendre un peu plus de temps, mais il faut manger avant la reprise à 13h30. Quoi. C'est 13h30 la reprise. Ouais, mais de toute façon, comme dit Corinne, il faut faire le deuil à un moment de vouloir tout dire. On aura le temps, hein, on a toute la vie devant nous. On va réfléchir à ça. Il n'y a pas la même durée pour tout le monde. La question de l'effondrement, c'est la question de la mort, d'accepter sa mort, qu'elle soit anticipée ou pas. À un moment, il faut bien vivre avec ça, et donc on a toute la vie pour apprendre à bien mourir. Il y a deux choses à dire que j'aimerais dire, et après je vais essayer de répondre un peu rapidement à quelques questions. La première, les deux premières, c'est autour de la peur et de la colère, justement. La peur, il ne s'agit pas de faire une politique de la peur, c'est pas du tout ça l'intention, mais de se rendre compte que la peur va arriver, elle va s'exprimer. Donc l'idée, c'est de ne pas mettre ça sous le tapis, de dire non mais j'ai pas peur. Quand on met ça sous le tapis et toutes les émotions, c'est pareil, elles en viennent dessus, en pire et en désagréable. Et l'idée, en part de gérer individuellement les émotions, l'idée concrète qui nous rassemble ici, c'est comment on fait collectivement. Et les manifestations collectives de la peur, c'est le fascisme, les autoritarismes, etc. La manifestation de la colère, c'est des insurrections, des révolutions, mais ça peut être, ça dépend de la préparation culturelle des populations, mais ça peut être très désagréable ou assez émancipateur, mais ça dépend. En ce moment, je ne pense pas qu'on soit très préparé à des insurrections massives, en tout cas qui débouchent sur des révolutions émancipatrices, mais on pourrait le faire justement. Et puis les manifestations collectives de la tristesse et du désespoir, ça vire au nihilisme, et ça, c'est pas très agréable non plus. Donc l'idée, c'est d'anticiper ça. Alors, pour la peur, justement, on a... et le retour des xénophobie et de, comment dire, quand tout le monde se crispe, il y a le phénomène du bouc émissaire qui arrive très facilement. Donc en Grèce, on l'a vu il y a quelques années, les étrangers se sont pris des coups de batte dans la gueule de groupes xénophobes qui émergent. Mais les boucs émissaires, en plus des étrangers, ça peut être les femmes, ça peut être des partis politiques, ça peut être plein de choses. Donc l'idée, c'est d'anticiper ça. Pour moi, ma grille de lecture, on l'a développée dans le livre de l'entraide avec Gauthier Chapelle, c'est de montrer que la nature humaine n'est pas du tout égoïste. On enlève le concept de nature humaine, ça ne sert pas, mais c'est de montrer que les humains, ils ont un potentiel énorme d'entraide. Potentiel, ça veut dire que c'est pas gagné. Et actuellement, on a, grâce à l'abondance, je vous le fais très vite, hein, c'est des résumés, désolé, mais on a une société d'abondance, grâce au pétrole, etc., qui a fait qu'on a pu développer une culture de l'égoïsme, de l'individualisme. C'est parce qu'on est très riche qu'on peut se permettre d'être égoïste et individualiste et de dire à son voisin j'ai pas besoin de toi. Et ça c'est unique, c'est très rare dans l'évolution du vivant, je dirais. L'entraide, c'est un principe de survie, c'est un principe de l'évolution. On s'entraide pour mieux survivre. Et aujourd'hui, dans cette culture de l'égoïsme, parce qu'on est très riche, on a tous 500 ou 400 esclaves énergétiques chacun, on est tous des pharaons. 700 si tu veux. C'est ça qui est toxique. Et pour moi, donc si vous voulez la métaphore de l'Europe, je le fais très vite, hein, ça risque d'être un peu maladroit, mais l'Europe, qu'est-ce qu'ils ont fait pendant la construction européenne? On a enlevé les frontières. C'est très bien d'enlever les frontières, tout ça, l'idéologie libérale, on n'aime pas les frontières, ok. On enlève les frontières, mais ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils n'ont pas fait d'Europe politique, ils ont fait une Europe économique. On a enlevé les frontières économiques, toutes les marchandises et tout s'est libéralisé. Et du coup, on a enlevé des membranes de sécurité, ce qu'on appelle avec Gauthier des membranes. Ce qui définit un groupe, c'est la membrane. N'importe quel groupe, un club de foot, une famille, une association, un pays, n'importe. Il y a toujours des règles et une membrane. Et on se sent appartenir à un groupe parce qu'on se sent en sécurité dans un groupe.
Et la sécurité, je trouve qu'on l'a délaissée dans nos milieux de gauche. Et se sentir en sécurité, c'est un des besoins de base de l'être humain. Et donc, définir les membranes de sécurité, quand on les enlève au niveau des frontières, au niveau de l'Europe, par exemple, aujourd'hui, les plombiers français, mais c'est un exemple schématique, ont peur des plombiers polonais, parce qu'on a enlevé les frontières, ils se sentent en insécurité. Ça fait 40 ans ou plus que le Front National monte comme ça. Personne ne peut l'arrêter. Pourquoi? Parce qu'on a tout libéralisé, c'est ma thèse, et qu'on développe une culture de la compétition et de l'insécurité, du chacun pour soi. On enlève les membranes de sécurité, et hop, on se recroqueville dans sa petite membrane individuelle, on a peur de l'autre. Donc pour moi, l'action, ça serait de retrouver les membranes. Mais lesquelles? C'est ça la question stratégique. Quelle membrane de sécurité? La plus commune, la plus spontanée qui arrive, c'est la nation. Ce qu'on a appris à l'école, mais ça fait des groupes d'extrême droite, des nationalismes, des régionalismes, hein, peut-être la Catalogne, la Bretagne, on ne sait rien. C'est ce qui sort spontanément. Et du coup, on a vraiment tout un travail à faire pour retrouver l'identité et la sécurité dans les membranes qu'on cherche, qu'on veut. Alors il y a des groupes qui le font plus ou moins localement parce que c'est maladroit, c'est difficile, voilà. Mais on a tout un enjeu. Et comment se créent les membranes? Comment se créent les groupes? Par les récits, les horizons qu'on se crée ensemble. Et donc le travail, c'est pour ça que je le dis toujours, est à moitié, le travail de la transition est en grande partie pour les artistes, ceux qui, enfin les artistes, les praticiens, les usagers de l'art, ça ne peut pas être forcément des professionnels de l'art, mais comment se recréer des horizons communs, des récits communs qui font des communautés de destin. Et alors là, il y a toutes les échelles. Le problème, c'est qu'il y a un effondrement avec la fin de l'approvisionnement des énergies fossiles, on ne pourra pas maintenir les grandes échelles. Et pour moi, il faut anticiper la fin des États-nations, la fin des grandes structures, des macrostructures, parce qu'on n'a pas assez d'énergie, il y a trop c'est trop complexe à faire fonctionner ces grandes macrostructures. Donc il faut se préparer à des petites membranes, et c'est ça qui fait peur aussi. Parce que comment on peut vivre ensemble, le geste démocratique, comme tu disais, dans des petites membranes? Alors, si on va trop loin dans l'effondrement, on va retomber comme en Syrie, dans des clans, des chefs de guerre, et puis on se retrouve dans le désert avec des 4x4, et là on a vraiment Mad Max en Syrie, hein, Daesh c'est Mad Max. Voilà, c'est un risque. C'est un risque. Et donc, au niveau de l'action, c'est recréer des membranes et défaire cette culture de l'égoïsme. Ça, c'est la priorité. C'est des grands mots hein, comme ça, mais bon, on a que 10 minutes. Et puis sur la colère aussi, il y a un sentiment, on l'a très bien dit, et c'est Christophe, je crois, qui l'a dit, il y a un sentiment d'injustice. La colère qu'on a, elle est saine. La colère, elle est le reflet de notre désir de justice sociale ou environnementale. Et quand on voit toutes ces injustices, on a envie de les punir. Alors pour moi, c'est la clé, ça va être de punir des responsables. Ça fait du bien à des collectifs. C'est un peu dur hein, de dire ça en quelques minutes, mais quand on fait un deuil, quand il y a quelqu'un, un proche qui meurt, pour faire un deuil, pour le faire bien, il faut arriver à sentir un sentiment de justice. S'il a été tué par quelqu'un, il faut que le responsable soit puni, etc. etc. C'est rapide, hein, mais je pense que les riches, les ultra-riches qui font sécession, qui se rendent compte de l'effondrement, qui sont très bien informés, pas tous, hein, mais certains, qui se construisent des bunkers ou qui s'en vont en Nouvelle-Zélande faire des potagers, etc. Là, il y a un moment, il y a un besoin collectif, politique, social, je ne sais pas, de punir les tricheurs. Je ne sais pas comment ça va se faire, je ne sais pas si la vindicte populaire sera violente ou pas, je ne sais pas, mais il y a un besoin de réparation et de justice pour apaiser les tensions et pour réduire l'expression politique de la colère. Après, la colère, on peut s'en servir pour des insurrections aussi. Et il y aura des luttes, on le voit hein, avec les mouvements de désobéissance civile, etc. Il y aura des luttes, on n'est pas... Je ne dis pas qu'on va vers un avenir bisounours, un avenir rose d'entraide où tout va bien se passer. Il y aura des luttes sévères et c'est un des 3 piliers hein, de l'action, le pilier de la résistance, de la protection de ce qui est vivant. Là, ça va être difficile. Et j'en viens à une des questions qui était tout à l'heure. Je vois les collapsologues se replier et du coup enlever de la force au mouvement de résistance. Ça peut être le cas. Moi, je pense que ces mouvements de repli peuvent être vus de manière assez positive, parce que dans le repli, on a aussi des individus qui prennent le temps
qui regarde à l'intérieur, etc. Mais on l'a bien dit aujourd'hui, l'intériorité, le chemin intérieur, il n'est pas du tout que individuel, hein, il est surtout collectif. Pour déposer ses peines, pour traverser les souffrances, les deuils, ça se fait collectivement depuis l'aube de l'humanité. C'est jamais individuel. Restez pas avec vos peurs et vos tristesses individuellement, on est foutus sinon. C'est vraiment du collectif, mais du coup, il faut des groupes d'écoute, etc. Il faut collectiviser ça, je ne sais pas comment on fait. On va y arriver, ne t'inquiétez pas, mais en tout cas, il faut le faire de manière collective. Mais en tout cas, ce repli des petits groupes collapsonautes, alors on les appelle les collapsonautes, ceux qui se sont rendus compte qu'il y avait un effondrement, et du coup, ils veulent faire des choses. Ils naviguent dans cet imaginaire un peu déboussolant. Le spirituel et l'intérieur redonnent de la force aux activistes. Et Johanna Macy, qui a créé ces ateliers de travail qui relie, donc c'est une sorte d'éco-psychologie, c'est difficile à dire en 2 minutes, mais c'est des ateliers pour recréer du lien entre humains, avec les non-humains, avec la nature, etc., avec nos émotions. Ça fait du bien. C'est très proche de l'écoféminisme, etc. Elle l'a fait au début pour les luttes antinucléaires. La lutte antinucléaire, c'est vraiment, d'ailleurs, c'est le combat de notre génération, surtout en France, hein, je dis tout de suite. Si vous avez une action à faire, top priorité, c'est le nucléaire, mais bref. Elle a vu que les militants antinucléaires étaient détruits. Il y a des burn-out, il y a des saturations, épuisements. Ça casse. La lutte, le militantisme casse. Au niveau émotionnel, au niveau des destins, au niveau des couples, au niveau de ce que vous voulez. Et du coup, il faut prendre soin. Le spirituel, c'est pas juste un petit luxe de bobos qui font du yoga, c'est pas du tout ça. On est vraiment dans des choses vitales pour redonner de la force aux luttes, aux mouvements de résistance. Et on est dans la résistance et la résilience en même temps. Hein. Je veux dire, c'est à toutes les échelles, c'est tout en même temps. Et l'invitation au spirituel, qui n'est pas du tout religieux, pas religieux, c'est de redonner de la puissance et de l'encapacitation. C'est ce que disait Corinne. C'est pas le pouvoir sur, on passe dans un monde du pouvoir avec. On est ensemble et on retrouve notre capacité d'agir. Et ces petits groupes qui se replient, c'est aussi des alternatives petites qui recréent, c'est des laboratoires, des expériences du futur qui créent des choses. Il faut les laisser créer aussi dans les petites poches, comme dans les ZAD ou autres, dans les éco-villages. Ils ont besoin de ce repli aussi. C'est la deuxième branche des 3 axes. Et donc il faut trouver des alliances, mais en respectant aussi ces moments de repli qui sont nécessaires. Et surtout, dans ces moments de repli, je pense aux ZAD en particulier, et on l'a dit tout à l'heure, il y a l'importance de retrouver un territoire, de retrouver des liens, de retrouver le sens du terrestre. Et ça, c'est aussi, on a besoin de calme, de silence. Alors ça peut être à la campagne, à la montagne. Moi je suis parti à la montagne et on a 135 habitants dans notre village. C'est plus que moi. C'est top. Bon, je fais des incursions en ville souvent pour avoir un pied. Mais c'est aussi nécessaire de prendre en compte ça, ce besoin de retrait de certaines personnes ou de certains moments de la vie. On peut se retirer 5 ans et revenir en ville dans les luttes. Enfin, ça dépend de chacun de nous. Et du coup, pour répondre un petit peu aux autres questions rapidement, s'il me reste 2-3 minutes, Nico, c'est un peu stressant tout ça, mais... Depuis quelques temps déjà. Alors, il y avait la question sur Édouard Philippe et Tanouro. Donc, Édouard Philippe, Nicolas Hulot, Nicolas Sarkozy, dont le livre de chevet est aussi Jared Diamond. C'est difficile. C'est ce qu'il raconte, oui, mais bon. Voilà. Pourquoi pas? C'est un livre passionnant. Je ne sais pas s'ils ont pris acte de tout ça, mais c'est un livre passionnant. Alors, Tanouro, qui est un ami et militant anticapitaliste de la LCR, mais en Belgique, critiqué dans le monde diplomatique justement le fait que Jared Diamond et toute l'élite disent que wow, Jared Diamond c'est génial. En fait, c'est un livre, ils disent, Tanouro dit que Jared Diamond est un livre dépolitisé, ça dépolitise la question de l'effondrement. Oui, si vous voulez, Tanouro, il me reproche de ne pas avoir parlé de capitalisme dans le livre. Donc nous, effectivement, c'est vrai, il y a plein de choses dont on n'a pas parlé. Et nous, dans notre livre Comment tout peut s'effondrer, on a fait l'effort d'être le plus neutre possible et de ne pas parler des causes de l'effondrement et de ne pas parler de ce qu'on doit faire une fois qu'on est au courant de ça. Donc de parler juste des faits. C'est pour ça, évidemment, on a dépolitisé aussi notre livre et ça, on nous l'a reproché. Alors ça, moi, je pense que c'est plus qu'un reproche, c'est une invitation à continuer
à creuser, à politiser la question, etc. Et c'est ce que je suis en train de faire et c'est ce que plein de gens sont en train de faire. Donc bienvenue à tout ça. Quant à Édouard Philippe et Nicolas Hulot, c'est super qu'ils mettent ça, qu'ils parlent de ça dans les grands médias, je pense, mais est-ce qu'ils ont pris acte de ça? Je ne sais pas, ça me fait penser à ce que l'on dit souvent, c'est que on peut comprendre les catastrophes, on comprend la raison, mais de là que ça passe au cœur, à prendre conscience de ça, à croire en ça et à acter ça, il y a vraiment un monde. Et beaucoup de gens qui sont par exemple dans les négociations climatiques, dans les grands sommets, la COP21, tout ça, franchement ils négocient des chiffres hallucinants. Je ne sais pas si dans leur costume cravate, ils ont vraiment intégré ces chiffres. Quand on parle de plus 1 mètre ou plus 2 mètres en 2100 du niveau des mers, on comprend les chiffres. Mais est-ce qu'on les ressent, est-ce qu'on y croit? C'est autre chose. Et donc ça, voilà, ça complexifie aussi la chose. Par rapport à la démographie, vite fait, c'est un sujet tabou, il faut absolument l'aborder au niveau collectif, en faire un débat de société. Mais moi je voulais juste mettre l'accent sur quelque chose qui est en train d'émerger et qui fait un lien avec l'écoféminisme de cet après-midi. C'est la question des femmes dans l'effondrement. C'est une piste de recherche absolument essentielle. Je pense surtout à l'avortement et à la contraception. Dans une société où on n'a pas la médecine industrielle, toute la technique et tout ça, c'est compliqué et ça va remettre en question beaucoup de choses. Donc la natalité, enfin, vraiment il y a des questions profondes à remettre en question et à creuser. Je ne vais pas développer ici, mais vous pourrez le faire cet après-midi, je ne suis pas sûr d'être là cet après. Sur la spiritualité est-elle un privilège? Mais ça je l'ai un peu dit. Encore quelques minutes. Ouais, encore quelques minutes. Ensuite, on peut exploser. Alors quel réseau et quelle attitude? C'était une question web. Il y a plein de choses qui émergent en ce moment. Comme j'étais un peu en retrait à cause de l'écriture, j'ai pas vu tout ce qui est en train d'émerger ces dernières semaines. Les réseaux sociaux, c'est en pleine ébullition. Je pense qu'il y a des groupes locaux qui sont en train d'être créés un peu partout. Je pense que c'est une bonne piste d'échanger, de prendre en compte les différents degrés de conscience de ces questions d'effondrement. La personne qui découvre et qui est un peu sidérée et pas du tout au même stade, je dirais, que la personne qui traite ça depuis 10 ans. Donc attention au discours. Quand vous parlez à un auditoire, il y a peut-être tous les stades là. Voilà, on peut pas dire, on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. Mais c'est un peu pareil. On peut tout dire, mais attention comment vous le dites. Voilà. Et puis, moi, j'essaie de pas convaincre aussi, pas essayer de convaincre. Ça, c'est une posture qui est assez désagréable pour la personne en face. Mais juste plutôt écouter, avoir une écoute attentive de ce que l'autre en face a à dire, à poser. C'est vraiment une qualité essentielle, je pense, pour l'avenir. Quelle attitude? Ah oui, vous avez dit Adrastia. Il y a une association qui s'appelle Adrastia qui a émergé un petit peu partout en France. En Belgique, il y a un groupe qui s'appelle Construire un déclin. Voilà, ça émerge un peu partout. Je pense pour l'instant, c'est pas très clair. Il n'y a pas de petite, de mode d'emploi facile pour celui qui découvre la collapso. C'est un petit peu compliqué et puis ça dépend de chacun. Donc à vous de vous faire un chemin dans cette jungle. Je peux pas en dire plus, mais je pense que les réseaux émergent, sont en train d'émerger. Donc soyez attentifs à ça et participez à ces réseaux d'entraide. On les appelle les réseaux des tempêtes, les réseaux des temps difficiles, qui sont en train, par anticipation, d'émerger. Et quant au faire part de décès, j'aime beaucoup cette image que je ne connaissais pas. C'est assez juste. On ne peut pas mobiliser sur un faire part de décès. Par contre, l'objectif qui est le nôtre, c'est de prendre soin de ceux qui sont vivants, de ceux qui restent vivants. Et du coup, ça peut être un projet, ça peut donner du sens à ce qui pourrait être une politique d'effondrement, je ne sais pas. Mais en tout cas, je vois très difficile, c'est ça le grand paradoxe, c'est quand on a une grande institution, que ce soit l'État ou la mairie de Grenoble, je ne sais pas, qui a toute une puissance, alors on revient à Spinoza, un conatus, elle a une envie de vivre,
comment on peut imaginer, elle peut imaginer son autodestruction, c'est pas possible, son autodissolution. Je pense que là, il y a vraiment voilà, là, ça va être compliqué de demander à l'État de s'autodétruire, à l'Union européenne de s'autodétruire, à l'ONU, et puis de mettre tous les millions qu'ils ont, de les mettre dans des collectifs autogérés, dans toutes les ZAD. Voilà. Il y aura forcément des luttes. Ce que je veux dire, c'est qu'il y aura forcément des luttes. Et parmi les stratégies dont on peut s'inspirer, par exemple dans les écrits anarchistes du 19e siècle, ou après, je pense en particulier à la désobéissance civile, mais aussi au sabotage, qui est quand même assez efficace, surtout quand on parlait des unions, des syndicats tout à l'heure. Je pense qu'il y a toute une littérature ouvrière à remettre à jour aujourd'hui et dont on peut s'inspirer. Merci de votre attention.